Bonjour, bonjour. Merci à vous d'être venus si nombreux pour la suite de mes mémoires. Mademoiselle, pourriez-vous passer aux toilettes s'il vous plaît pour retirer votre décalcomanie parce que ça m'indispose légèrement, je déteste la laideur. C'est permanent. Ah, un peu comme si Aliénor d'Aquitaine avait gravé sur son bras « Je kiffe Henri ». Aliénor d'Aquitaine... Non, ça n'est pas une Miss France. Bien, c'est ce que je pensais, nous sommes en pleine décadence. Commençons. Nous avons laissé les jeunes mariés, Roch et Épiphanie, penchés sur le berceau de leur petite fille, si émerveillés par cet être minuscule qu'ils n'en revenaient pas d'avoir été à l'origine d'une création aussi miraculeuse. Ma mère, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, était dès la naissance d'une beauté incandescente. Il irradiait de sa personne une lumière surnaturelle qui faisait que lorsqu'elle apparaissait, et ce, dès les premiers jours de sa vie, les gens s'arrêtaient et restaient quoi? Oui, jeune homme, quoi? Ça veut dire silencieux. Très utile quand on n'a rien d'intéressant à dire. Bref. Devant cette enfant lumineuse, dont les yeux verts semblaient venir des profondeurs des mers, Roch et Épiphanie étaient presque intimidés. Leur petite fille ressemblait tant à une fée ou à une sirène qu'ils décidèrent de l'appeler Ondine. L'arrivée de la jeune Ondine dans leur vie coïncida avec la reconnaissance internationale de plusieurs brevets de mon grand-père, et l'argent se mit à couler à flot. Cependant, le jeune couple aimait tant cette terre de Normandie où Roch avait construit leur petite chaumière, qu'ils renoncèrent à retourner à Paris pour y mener le grand train que leur fortune nouvelle aurait permis. Et ils décidèrent de construire pour leur petite princesse un palais enchanté, tout en se promettant de la faire vivre le plus longtemps possible dans un conte de fées. C'est alors que le génie de Roch et la créativité artistique d'Épiphanie firent de cette future construction un lieu hors de tout, ressemblant à un décor de théâtre, destiné à émerveiller autant qu'à protéger, et qui devint l'écrin de leur amour familial. Si bien entourée et aimée, la jeune Ondine grandit en gentillesse, en intelligence, et toujours plus en beauté. Toutefois, le fait de vivre dans cette bulle enchantée, associée à une nature déjà rêveuse, en fit une jeune fille totalement déconnectée des réalités de la vie, et dont le comportement social mettait souvent ses interlocuteurs dans l'embarras. Par exemple, elle disait toujours ce qu'elle pensait, sincèrement, jamais en voulant faire du mal, et chaque fois avec ce sourire qui aurait permis à lui seul d'allumer toute la galerie des glaces. Mais sourire ou pas, elle le disait. Et après qu'elle ait demandé à la femme d'un ministre un peu brune pourquoi elle portait une moustache comme son mari, ou encore qu'elle se soit confiée en riant à l'épouse d'un diplomate, en lui disant que son mari était un sacré farceur, d'avoir essayé de lui retirer son soulier durant tout le repas, les invités de mes grands-parents se raréfièrent un poil. Et c'est seulement le faste des réceptions données au château du Petit Plaisir, puisque c'était dorénavant son nom, qui fit que la haute société du monde entier continua à venir chez Roch et Épiphanie. Ondine, en dehors de ses rêveries et de son franc-parler, était d'une telle grâce et d'une telle beauté qu'un nombre inimaginable de prétendants se pressaient au château, quémandant ne serait-ce qu'une minute en sa compagnie. Les bouquets sublimes envoyés par ses admirateurs, accompagnés souvent de rivières de diamants ou de cadeaux somptueux, n'avaient aucun effet sur ma mère, qui, fidèle au lieu dans lequel elle vivait, attendait son prince charmant. Et il en vint des princes, de toute l'Europe, ainsi que des magnats de l'acier, des banquiers richissimes, des hommes de tout style et de tous âges, des beaux, des laids, des charmeurs, des prétentieux, des tendres ou des tourmentés. Mais pas un ne trouva grâce à ses yeux. Ondine s'ennuyait même avec les joyauderies et se morfondait avec les autres. Lassée de toutes ces présentations, elle se renferma sur elle-même et refusa de voir les gens. Ses parents affolés se dirent que finalement leur éducation n'avait peut-être pas aidé leur fille à trouver sa place dans la société, et que si ça continuait comme ça, elle finirait seule entourée de ses chats. Et je ne sais pas pourquoi on imagine toujours les femmes célibataires entourées de chats. Ils firent tout ce qu'ils purent pour la distraire et lui faire reprendre goût à la vie, mais rien n'y fit. Jusqu'au jour où son vieux professeur de musique mourut et que son remplaçant sonna un matin de printemps à la grille du château. Il était jeune, il était beau, je ne sais pas s'il sentait le sable chaud, mais ce que je sais, c'est qu'Ondine et lui ne prononcèrent pas une parole. Leur seul échange fut le duo d'amour de la bohème qu'un certain Puccini venait de composer. À la fin de ce duo, ces deux elfes qui venaient de la même planète et qui s'étaient enfin trouvés ne se quittèrent plus jamais. Et je sais que, là où ils sont maintenant,
Leurs deux âmes ne font plus qu'une. Ondine et Florestan, puisque c'était le nom de mon père, se marièrent en 1898 et pendant les 2 années qui précédèrent ma naissance ne vécurent que pour et par leur amour. Ah, Archibald. Oui, Archie, j'arrive. Oui, je sais que nous avons notre cours de gymnastique. Le grand écart n'attend pas, hein. Alors excusez-moi. À bientôt. Au revoir, au revoir.